Stéphanie Cardot, bonjour. Bonjour Maïté. Vous êtes la fondatrice de To Do Today. Absolument. Alors, vous étiez une des premières à vous lancer dans le domaine des services aux entreprises, de la conciergerie d'entreprise. J'ai été la première, puisque j'ai créé To Do Today en septembre 2001. En faisant un petit tour de piste des grandes entreprises et en leur disant, vous savez, on va beaucoup parler dans les prochaines années de responsabilité sociale, de diversité, de parité, d'équilibre de vie, de prévention du stress. On m'a ri au nez et je me suis dit, ah, on me rit au nez, c'est qu'il y a un marché à prendre, alors prenons-le. On vous a ri au nez. Eh bien oui, mais c'est comme ça pour les premiers entrants. Il y a toujours une étape un peu difficile où on se dit, là, qu'est-ce qu'on fait? Alors vous étiez tellement convaincu, vous avez continué sur votre lancée et vous ne vous êtes pas arrêté à ces oiseaux de mauvais augure qui vous disaient qu'il n'y avait pas de besoin dans ce domaine. Non, parce que j'ai une particularité, c'est sans doute mon caractère, c'est que dès qu'on me dit non, ça n'est pas possible, ou non, ça n'existe pas, donc ça n'est pas possible, forcément pour moi, ça devient le challenge et le défi de démontrer que c'est possible. Ah oui, ça devient, c'était peut-être un défaut quand vous étiez petite fille, mais c'est devenu une qualité. Je vous laisserai en parler à ma mère hors antenne. Mais alors, où est-ce que vous aviez senti ces nouvelles tendances? Parce que RSE, à cette époque, on n'en parlait pas beaucoup. En fait, j'ai eu la chance de travailler aux États-Unis dans le milieu des années 90 et de travailler donc pour une grande entreprise américaine qui lançait ses premiers grands programmes RH qui étaient parité, diversité, développement durable, bénévolat, etc. Donc quand ils m'ont proposé le job, je vous avoue que j'aurais dit je ne sais pas de quoi vous me parlez mais ça a l'air passionnant. Et donc j'ai découvert l'importance du capital humain et j'ai découvert l'importance de la sphère people en fait de ce qu'aujourd'hui on appelle le développement durable. Et donc je me suis dit voilà une tendance de fond, voilà certainement une tendance à la fois démographique, sociologique, etc., qui va se développer au niveau international. Donc la question, c'est comment proposer du contenu en matière de programmes RH et comment les adapter à une problématique française où on était effectivement à l'embryon de la réflexion il y a 12 ans. Plutôt que de proposer des services, vous êtes placé dans un projet d'entreprise qui touchait finalement au bien-être des salariés dans l'entreprise. Il y avait ça, il y avait le fait que je considérais que le marché du travail et le rapport au travail allait forcément changer avec la féminisation et le rajeunissement des équipes, avec ce phénomène nouveau d'avoir 2 voire 3 générations au sein d'une même entreprise qui ont des rapports au travail encore une fois extrêmement différents, et puis un mode de vie qui se complexifie, notamment évidemment pour les femmes, même si on ne sert pas que les femmes, on sert autant d'hommes que de femmes. Donc c'était plutôt d'écouter en fait les entreprises et d'essayer d'identifier quelles pourraient être leurs problématiques et les réponses concrètes, pratiques qu'on pouvait apporter. Donc c'était effectivement la conciergerie d'entreprise, c'était, et ce c'est toujours, les programmes bien-être et prévention du stress, c'était des services liés à l'intendance d'appartements, de fonctions ou personnels, et c'était apporter des services innovants à forte valeur ajoutée et une gamme évolutive à la fois dans la manière de rendre les services, de manière à s'adresser donc à tout le monde, et donc d'innover constamment et d'anticiper les tendances et les besoins. Mais le point qui était le plus important pour moi et qui excitait mon côté entrepreneurial, c'est que quand je suis rentrée en France, je voyais bien qu'on était dans un désert de services à forte valeur ajoutée. Et à l'inverse, on m'expliquait qu'il y avait, alors à l'époque, ça devait être 2,4 millions ou 2,5 millions de chômeurs et que c'était une fatalité. Et donc je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a des besoins non satisfaits et il y a des gens qui veulent travailler. Donc il faut faire le lien. Et donc, j'ai pensé que pour proposer une offre de service responsable, il fallait d'abord que To Do Today soit responsable. Donc, j'ai monté un modèle. Alors, je ne vous dis pas les cris d'orfraie qu'ont poussé les financeurs à l'époque. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce que vous avez déjà eu des premiers clients potentiels qui vous ont un peu regardé de façon narquoise. Et puis après, je suppose que pour le financement, ça n'a pas dû être simple. Ben, il a fallu, c'est comme dans toutes ces affaires-là, hein, il faut beaucoup de conviction et de force de conviction. Il faut des valeurs, il faut des fondamentaux, il ne faut pas y déroger, il ne faut pas compromettre. Parce qu'on peut éduquer n'importe quel marché, n'importe quel client, n'importe quel investisseur, n'importe quel collaborateur, si on est droit dans ses bottes. Donc le modèle, il était simple, c'était du CDI temps plein, de la formation, de la fidélisation et du bien-être pour nos propres collaborateurs, et puis évidemment des process de service qui nous permettent de faire de l'épicerie fine, parce qu'on touche à des centaines de milliers de prestations par jour, mais avec des procédures industrielles, entre guillemets, qui permettent de satisfaire des GDF Suez, des Carrefour, des Areva, des AXA, etc.
parliez des collaborateurs, je crois que vous en avez plus de 150 aujourd'hui. Et généralement, dans le domaine des services, donc on se plaint d'avoir beaucoup de difficultés à recruter, à fidéliser. Vous, c'est pas le cas ? On a un taux de turnover subi qui est inférieur à 5%, on a un taux d'absentéisme qui est inférieur à 6%, on a une ancienneté moyenne qui est très importante, puisque toute mon équipe, par exemple, d'encadrement vient du terrain, est rentrée comme assistant concierge ou concierge en 2002, en 2003, en 2004, puis a évolué vers des fonctions support ou des fonctions d'encadrement. Donc je dirais que ça n'est pas un enjeu à partir du moment où vous proposez aux gens un projet clair, une vision d'entreprise à laquelle ils peuvent s'adapter et qu'ils peuvent adopter. Évidemment, un package salarial beaucoup plus attractif que les normes de ce marché des services à la personne ou des services aux salariés, des perspectives d'évolution, des évaluations annuelles, bref, un vrai plan de carrière professionnalisant, avec en plus une dimension qui est très importante chez nous. J'ai jamais voulu recruter sur grille ou sur CV préformaté. Chacun peut venir de là où il vient avec le bagage qu'il a, plus ou moins développé, et justement par le plan de formation, par les outils, chacun est égal devant son métier et a le même potentiel. Et je suppose que c'est vous qui faites tous les recrutements ? Oh non, ça fait longtemps que vous n'y arrivez plus. J'ai évidemment une personne qui ne fait que ça. Je garde quand même une vision sur les valeurs. Et ça, c'est très important. Voilà, vous utilisez très souvent ce mot valeur. C'est peut-être ce qui explique votre fort développement et cette stabilité du personnel que vous indiquez. Forte stabilité du personnel et très grande fidélité des clients, parce qu'on n'a jamais perdu un client pour défaut de service, on n'a jamais perdu un client au bénéfice d'un concurrent, justement parce qu'on est droit dans nos bottes, on est ce qu'on est. Alors on a certainement des défauts comme toutes les entreprises, mais on fait ce qu'on dit et on annonce ce qu'on va faire et on s'y tient. Mais alors vous êtes assez jeune, donc vous avez créé cette entreprise, là aussi je suppose très jeune. Alors je ne sais pas si c'est très jeune, de nos jours j'ai 40 ans, donc j'ai créé cette entreprise, j'avais 28 ans. C'était ma deuxième création d'entreprise, puisque j'avais une expérience précédemment qui avait été moins heureuse, mais très intéressante, puisque je m'étais associée dans une aventure entrepreneuriale qui a capoté par le jeu d'une mauvaise association, d'un time to market qui n'était pas bon, donc j'avais liquidé l'ancienne structure, ça m'avait pris un certain temps. Donc pour moi, c'est pas un échec parce que c'est une expérience. C'est parce que vous avez passé du temps aux États-Unis, qu'il y a une culture différente de l'échec. Mais je sais pas si c'est nécessairement américain. Je pense que pour le coup, ça c'est très entrepreneurial. C'est-à-dire que l'entrepreneur est dans une logique d'expérimentation rapide. Et évidemment, il faut mettre toutes les chances de son côté. Mais quand on lance quelque chose, si ça rate, c'est pas non plus dramatique. On en tire les leçons et on vous êtes parmi les exceptions qui confirment la règle, parce que souvent les femmes ne se donnent pas le droit à l'échec, encore moins que les hommes, parce qu'on veut tellement être parfaite qu'on ne peut pas admettre qu'on puisse se tromper, n'est-ce pas? Oui, alors là-dessus, je dois dire que ça fait longtemps que j'ai mangé mon chapeau, puisque non seulement j'ai créé mon entreprise, mon mari a créé son entreprise en parallèle, et nous avons ensemble créé 3 merveilleux enfants. Et donc au début, comme toutes les femmes, je culpabilisais parce que j'étais pas assez avec les enfants, pas assez avec mon mari, pas assez au travail, pas assez avec les clients. Et puis finalement, à un moment donné, on se dit de toute façon, on fait rien de bien, avançons et puis on fait au mieux. Et voilà. Par contre, je pense que l'entrepreneuriat, ça nécessite quand même, et en particulier pour une femme, ça nécessite de passer un pacte familial, ce que j'appelle un pacte familial, parce que c'est assez sacrificiel quand même, comme parcours, surtout on n'aime pas bien le dire, mais bon, c'est quand même la réalité. Il faut le dire, on ne se lève pas toujours en sautillant gaiement. Donc il faut poser les règles, il faut expliquer à son conjoint, à ses proches et à ses enfants pourquoi c'est passionnant, pourquoi c'est difficile, pourquoi on compte sur eux et pourquoi en même temps ils vont compter sur nous, parce que tout ça est aussi une histoire de transmission, encore une fois, de valeurs, de réussite, de travail, d'effort. Alors, bien sûr, vous voulez vous engager aussi pour les autres, donc vous êtes membre d'associations. Oui,
Alors, il y a les associations, je dirais, professionnelles. Donc, je suis administrateur de la Fédération du service aux particuliers. Je m'occupe évidemment d'entrepreneuriat féminin. Je suis administrateur de Parrainer la croissance et je m'occupe plus particulièrement des dossiers femmes. J'ai aussi des engagements caritatifs en national ou en international parce que je pense que quand on est aussi privilégié que nous, même si le quotidien, encore une fois, est difficile, il est fondamental de donner du temps aux autres pour garder de l'oxygène, pour garder une certaine prise de recul, arrêter d'être auto-centré et, là encore, d'associer ses enfants au fait qu'on a beaucoup de chance et qu'il faut aussi se tourner vers les autres. Bien écoutez Stéphanie, je trouve que c'est un beau message, une belle façon de terminer cette interview. Je crois qu'il y avait beaucoup de sincérité et j'aime bien encore une fois toutes ces valeurs. Et là, vous aviez de l'avance par rapport à beaucoup. Félicitations pour cette belle réussite. Merci. Et merci d'être venu apporter votre témoignage. Merci à vous.